L'enveloppe dorée est arrivée un jeudi ordinaire, se glissant sous la fente de la porte comme un serpent silencieux. 15 ans. 15 longues années depuis que j'avais entendu la voix de mon fils pour la dernière fois. Quand il m'avait dit que j'étais une source de honte et qu'il serait préférable pour tout le monde que je disparaisse de sa vie. 15 ans à porter ces mots comme des pierres dans ma poitrine, pendant que je reconstruisais ma vie. Brique par brique. Larme par larme. Je m'appelle Lucienne Dubois. J'ai 63 ans. Et aujourd'hui, je suis propriétaire de 3 entreprises florissantes qui valent plusieurs millions d'euros. Mais à cet instant, l'invitation à la main, je n'étais qu'une mère rejetée par son propre sang. Le papier cartonné tremblait entre mes doigts tandis que je lisais. Réveillon de Noël. Maison des Dubois. 24 décembre. 19h. Nous t'attendons. Maman. Nous t'attendons. Maman. Comme si 15 années de silence pouvaient être effacées par 3 mots formels sur une feuille dorée. Comme si j'étais un vieux meuble qu'ils avaient décidé de sortir du grenier pour décorer la fête. Ma première réaction fut de jeter ce carton dans la poubelle et de prétendre ne l'avoir jamais reçu. Mais quelque chose en moi. Peut-être la curiosité. Peut-être le besoin de clore un chapitre. Me poussa à le ranger dans le tiroir de ma commode. Pendant des jours, ce papier m'a hanté. Je savais que mon fils, Pierre, avait épousé Amandine, une jeune femme issue d'une famille aisée de Lyon, et qu'ils avaient 2 enfants. Je le savais par des connaissances communes, jamais parce qu'il me l'avait dit. Pour Pierre, je n'existais tout simplement pas dans son monde. C'était comme s'il était né orphelin, sans passé, sans racines. Et c'était peut-être mieux ainsi, semblait-il penser. Mais j'existais. Et pendant toutes ces années, tandis qu'il prétendait que j'étais un fantôme, j'étais devenu quelqu'un qu'il n'aurait jamais imaginé. Quelqu'un dont il aurait été fier de dire qu'elle était sa mère, s'il n'était pas trop tard pour réparer ce qui avait été brisé. L'invitation restait dans le tiroir, me défiant. La décision est venue un matin de décembre, alors que le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres de mon bureau surplombant la place Bellecour. Je passais en revue les rapports financiers de mes entreprises quand mes yeux se sont posés sur la photo encadrée sur mon bureau. Pierre et moi. Quand il avait 12 ans. Souriant dans un parc d'attractions. À cette époque, je croyais encore que l'amour d'une mère serait suffisant pour surmonter n'importe quel obstacle. Quelle naïveté. Pierre est né quand j'étais très jeune. Son père, un garçon de 20 ans, nous a abandonnés au premier signe de responsabilité, me laissant seul avec un enfant et un brevet des collèges à peine obtenu. J'ai travaillé comme femme de ménage, vendeuse sur les marchés. Tout ce qui me permettait de nourrir mon garçon et de payer un toit au-dessus de nos têtes sur les pentes de la Croix-Rousse. Nos vêtements venaient de friperies. Notre nourriture de la fin du marché. Quand les prix chutaient en même temps que la qualité des produits. Mais j'avais des rêves. Je rêvais que Pierre étudierait, qu'il obtiendrait un diplôme, qu'il aurait la vie que je n'avais jamais pu avoir. J'ai économisé chaque centime pour lui payer des cours particuliers, son matériel scolaire, ses vêtements. Il était le garçon le mieux habillé de sa classe. Même si je devais dîner d'une simple tartine de pain pour que l'argent serve à ses besoins. Pierre était intelligent. Il l'a toujours été. Il obtenait d'excellentes notes, s'exprimait bien, avait de bonnes manières. Je lui ai appris à être poli, respectueux, travailleur. Mais en grandissant, surtout à l'adolescence, j'ai commencé à sentir qu'il avait honte de moi. Honte de notre petit appartement, de mes vêtements usés, de mon français parfois approximatif, de mes mains abîmées par l'eau de javel et le travail.
Quand il est entré à l'université de droit avec une bourse, que je l'avais aidé à obtenir en étudiant avec lui le soir, j'ai cru que les choses s'amélioreraient. Qu'il comprendrait la valeur du sacrifice, de l'effort, du dévouement. Mais ce fut exactement le contraire. Plus il s'élevait dans la société, plus je devenais un poids sur sa conscience. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce fut quand il m'a présenté Amandine. Amandine était tout ce que je n'étais pas. Jeune, éduquée dans les meilleures écoles, fille d'industriel lyonnais, avec un diplôme d'école de commerce et parlant couramment 3 langues. Quand Pierre m'a emmené la rencontrer, je m'étais préparée du mieux que je pouvais. J'avais acheté une nouvelle robe et répété mentalement chaque phrase pour ne pas commettre d'impair. Je voulais tellement qu'elle m'apprécie, qu'elle m'accepte comme belle-mère, qu'elle voie au-delà des apparences et reconnaisse à quel point j'aimais mon fils. La rencontre a eu lieu dans le restaurant le plus cher où j'ai jamais mis les pieds. Un de ces établissements étoilés du Vieux Lyon. Pierre m'a installé à une table stratégique, un peu à l'écart des autres, comme pour minimiser tout embarras potentiel. Pendant le dîner, Amandine fut polie, mais froide. Elle répondait à mes questions par des monosyllabes. Elle souriait sans que le sourire n'atteigne ses yeux. Et je pouvais sentir le jugement dans chaque regard qu'elle portait sur mes vêtements. Ma façon de parler. La manière maladroite dont je tenais mes couverts. Pierre, de son côté, semblait tendu, comme s'il passait un examen difficile et savait qu'il était en train d'échouer. Il corrigeait discrètement ma grammaire, changeait de sujet quand je commençais à raconter des anecdotes de notre vie d'avant et il a même fait semblant de ne pas me connaître quand un de ses camarades d'université est passé près de notre table. Ce soir-là, je suis rentré le cœur brisé. Mais je lui ai encore trouvé des excuses. Il est jeune, pensais-je. Il est nerveux. Il veut faire bonne impression. C'est normal. Mais les choses n'ont fait qu'empirer après leur mariage. Les visites sont devenues espacées, puis rares, puis inexistantes. Pierre a cessé de répondre à mes appels, à mes messages. Quand je me présentais chez eux, dans leur bel appartement avec vue sur le parc de la Tête d'Or, ils me recevaient avec une gêne visible, inventant toujours des excuses pour écourter ma visite. Amandine me saluait à peine, et je pouvais entendre les chuchotements quand ils pensaient que je n'écoutais pas. Ta mère ne comprend pas qu'elle n'est pas la bienvenue? L'ai-je entendu dire une fois. Et sa réponse, patience. Mon amour. Elle finira bien par comprendre le message. Le message est arrivé 3 mois plus tard. Clair comme du cristal et cruel comme un coup de poignard. Maman. Il faut qu'on parle. La voix de Pierre au téléphone était différente. Plus grave. Plus ferme. C'était un mardi de mars quand j'ai reçu cet appel qui allait tout changer entre nous. Pour toujours. Il m'a demandé de le retrouver dans un café neutre. Loin de chez lui. Loin de chez moi. Un lieu public où les émotions pouvaient être contenues. Où les cris n'attiraient pas l'attention. Je suis arrivée avant lui. Nerveuse. Attendant. Une partie de moi nourrissait encore l'espoir que ce soit quelque chose de positif. Peut-être voulait-il m'annoncer une promotion? Ou des projets de me donner des petits-enfants. Quel ingénu j'étais. Quand Pierre est entré dans le café, son visage était sérieux. Déterminé. Il s'est assis en face de moi avec la posture de quelqu'un venu accomplir une mission désagréable. Mais nécessaire. Maman. Je sais que ça va être difficile à entendre. Mais je dois être honnête avec toi. Ces mots sortaient comme s'il avait répété ce discours devant un miroir. Amandine et moi. Nous construisons notre vie. Notre famille. Et nous pensons qu'il serait préférable que tu prennes un peu tes distances. Prendre mes distances.
Comme si j'étais une présence envahissante. Un inconvénient qu'il fallait gérer. J'ai senti mon estomac se nouer. Mais j'ai gardé mon calme. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon fils? Il a soupiré, évitant mon regard. Maman? Tu ne comprends pas. Nos mondes sont différents. Les amis d'Amandine? Sa famille? Mon travail? C'est très différent de ce à quoi tu es habitué. Et quand tu es là? Quand tu parles? Quand tu... Il s'est arrêté, cherchant les mots justes. Quand tu es toi-même? Ça nous met mal à l'aise. Ça met tout le monde mal à l'aise. Les mots qui sortaient de sa bouche étaient comme des lames de rasoir, découpant mon cœur en morceaux. Mais le pire était encore à venir. Je ne suis pas né pour être le fils d'une femme de ménage. Maman. Je mérite mieux que ça. Et maintenant que j'ai mieux, je ne peux pas traîner le passé comme un boulet. Il a enfin levé les yeux vers moi. Et ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. Ce n'était pas de la colère, ni de la haine. C'était du mépris. Pur et simple. Tu comprends? N'est-ce pas? Il serait préférable pour tout le monde que tu disparaisses de notre vie. Disparaître de notre vie. Les mots résonnaient dans ma poitrine comme un cri dans une grotte vide. Je suis restée assise là, à regarder cet homme qui avait grandi sur mes genoux, que j'avais bercé quand il était malade, dont j'avais embrassé chaque égratignure, que j'avais consolé après chaque cauchemar. Et je ne reconnaissais plus rien de lui. C'était comme regarder un étranger qui portait le visage de mon fils. Maman. S'il te plaît. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Il s'est levé. A jeté quelques billets sur la table pour payer le café que je n'avais même pas touché. C'est mieux comme ça. Pour tout le monde. Et il est parti. Il a simplement tourné les talons et il est parti. Me laissant là. Avec le cœur en miettes et une certitude cristalline. Mon fils était mort pour moi à cet instant. Je suis sortie de ce café comme un fantôme. Les mots de Pierre résonnaient dans ma tête. Je ne suis pas né pour être le fils d'une femme de ménage. Comme si j'avais choisi cette vie. Comme si je ne m'étais pas battue chaque jour pour lui donner tout ce que je n'avais jamais eu. Comme si l'amour que je lui avais consacré pendant 25 ans était quelque chose de moindre valeur. Parce qu'il venait de mains calleuses et d'un cœur simple. Pendant des semaines, je suis restée prostrée. J'ai perdu l'appétit. Le sommeil. L'envie de sortir de chez moi. Je regardais ces photos dispersées dans le salon et je me demandais où j'avais fait une erreur. À quel moment mon fils s'était-il transformé en cet étranger qui avait honte de moi? J'ai bien essayé de l'appeler quelquefois. Mais je tombais toujours sur sa messagerie. J'ai envoyé des messages qui sont restés sans réponse. C'était comme si j'étais morte pour lui. Mais la douleur, aussi profonde soit-elle, ne tue pas. Et après un mois à pleurer dans tous les coins, quelque chose en moi s'est rebellé. Ce n'était pas de la colère, ni de la haine. C'était une détermination froide et limpide. Si mon fils avait honte de la mère que j'étais, alors je deviendrais quelqu'un dont il ne pourrait pas avoir honte. Et si, lorsque cela arriverait, il voulait revenir dans ma vie, il serait peut-être trop tard. J'ai commencé doucement. J'ai repris mon travail de femme de ménage. Mais cette fois avec un objectif différent. J'observais tout. Comment les chefs d'entreprise s'habillaient. Comment ils parlaient. Quel type d'affaires ils géraient. J'ai acheté des livres sur l'administration des entreprises. Suivi des cours en ligne sur la gestion. Appris les bases de l'investissement. Le jour, je nettoyais des bureaux et des maisons. La nuit, j'étudiais comme une forcenée. La première opportunité s'est présentée 6 mois après notre dernière rencontre.
La dame dont je nettoyais les bureaux depuis 2 ans vendait son affaire. Une petite entreprise de produits d'entretien. Car elle voulait prendre sa retraite. Elle me connaissait bien. Savait que j'étais fiable et travailleuse. Quand elle a appris que j'étais intéressée et que j'avais un peu d'argent de côté, elle m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser. Avec toutes les économies de ma vie et un prêt bancaire qui m'a coûté des nuits blanches, j'ai acheté ma première entreprise. Les 2 premières années furent les plus difficiles de ma vie. Je travaillais 16 heures par jour, 7 jours sur 7. J'étais à la fois vendeuse, livreuse, comptable, secrétaire et la femme de ménage de ma propre entreprise. Mes mains, déjà abîmées par des années de labeur, gagnèrent de nouvelles cicatrices. Mon dos me faisait souffrir à force de porter des cartons lourds. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais de l'espoir. Un espoir féroce qui me tenait debout. L'entreprise grandissait lentement, mais solidement. Je m'occupais personnellement de chaque client. Je garantissais la qualité de chaque produit. Je respectais chaque délai. Ma réputation d'honnêteté et d'efficacité se propageait par le bouche à oreille. En 2 ans, j'ai réussi à rembourser le prêt et j'avais même de l'argent pour investir dans des améliorations. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'avais un talent naturel pour les affaires. Je n'avais peut-être pas de diplôme universitaire, mais je comprenais les besoins des gens. Je savais calculer les risques. Et j'avais une intuition fine pour repérer les opportunités. J'ai acheté une 2e entreprise. Cette fois-ci une petite confection de vêtements de travail qui était au bord de la faillite. J'ai appliqué les mêmes principes, travail acharné, qualité irréprochable, service personnalisé. J'ai modernisé les équipements, renégocié les contrats avec les fournisseurs et, en 1 an, l'entreprise était de nouveau rentable. Pendant toutes ces années, je n'ai plus jamais essayé de contacter Pierre. C'était comme s'il était mort pour moi. Lui aussi. Mais je suivais sa vie à travers les échos qui me parvenaient. J'ai su quand mes petits-enfants sont nés. Un garçon. Guillaume. Puis une fille. Sophie. J'ai su quand il a obtenu une promotion dans le cabinet d'avocats où il travaillait. J'ai su quand ils ont acheté une plus grande maison à Caluire-et-Cuire. Une banlieue chic de Lyon. Chaque information était une coupure silencieuse. Une piqûre de rappel de ce que j'avais perdu. Ou plutôt, de ce qu'on m'avait enlevé. Peu à peu, j'ai réalisé que je ne ressentais plus de douleur en entendant parler de lui. C'était une indifférence étrange. Comme s'il n'était que le fils d'une connaissance. Quelqu'un dont je suivais la vie de loin. Sans implication émotionnelle. C'est peut-être ainsi que les mères survivent au rejet de leurs enfants, en transformant l'amour en indifférence. Le manque en oubli. La 5e année de notre séparation. J'ai acheté ma 3e entreprise. Dans le secteur de la logistique cette fois. J'ai obtenu un financement bancaire sans aucune difficulté. Mon nom commençait à avoir du poids dans le milieu des affaires lyonnais. J'étais devenue une petite chef d'entreprise respectée, avec un patrimoine en croissance constante. J'ai déménagé dans un appartement plus grand, acheté des vêtements de meilleure qualité, pris soin de mon apparence. Mais tout cela, c'était pour moi. Pas pour impressionner qui que ce soit. Et surtout pas pour impressionner un fils qui me voyait comme un poids mort. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette rencontre fatidique au café. 10 ans de silence absolu. De vie parallèle qui ne se croisait jamais. J'étais devenue Lucienne Dubois. Femme d'affaires à succès. Respectée dans le milieu entrepreneurial. Avec 3 entreprises prospères et un patrimoine qui grandissait chaque année. Mon appartement dans le centre-ville était élégant. Moderne. Décoré avec goût. J'avais des employés. Une secrétaire. Un chauffeur particulier.
Je fréquentais des événements professionnels, des dîners de charité, des réunions d'affaires. J'avais appris à parler en public, à négocier des contrats de plusieurs millions, à porter des vêtements de marque avec naturel. Mon français s'était amélioré. Ma posture avait changé. Ma confiance en moi avait grandi. J'étais une femme complètement différente de celle que Pierre avait rejetée une décennie plus tôt. Mais il y avait une règle inviolable dans ma nouvelle vie. Ne jamais utiliser ma position ou mon argent pour me rapprocher de lui. Ne jamais essayer d'acheter son amour ou son respect. Si un jour il voulait me chercher, ce serait de sa propre volonté? Pas parce qu'il aurait découvert que j'avais de l'argent. Je gardais ma transformation secrète. C'est pourquoi, lorsque des connaissances communes commentaient la vie de mon fils, je me contentais d'écouter en silence. J'ai ainsi appris qu'il travaillait toujours dans le même cabinet d'avocats, mais qu'il n'avait jamais vraiment percé comme il l'espérait. J'ai appris qu'Amandine se plaignait de son salaire, qu'il vivait à crédit, malgré les apparences. J'ai appris que leurs enfants étaient scolarisés dans des écoles publiques car ils n'avaient plus les moyens de payer le privé. Une ironie amère. Pendant que je m'enrichissais en silence, mon fils, qui méprisait tant la pauvreté, luttait contre des difficultés financières. Mais je n'en ai ressenti aucun plaisir. Seulement une tristesse lointaine, comme celle que l'on éprouve en observant la vie d'inconnu à travers une fenêtre. Et puis, 15 ans ont passé. 15 ans. C'est long. C'est assez long pour qu'une blessure se transforme en cicatrice. Pour que la colère s'apaise et laisse place à autre chose. Dans mon cas, c'était un besoin de comprendre. Un besoin de clore définitivement ce chapitre. En décembre de l'année dernière, 15 ans jour pour jour après notre séparation, j'ai décidé de faire quelque chose que je remettais à plus tard depuis longtemps. J'ai engagé un détective privé pour savoir exactement comment allait Pierre. Pas pour intervenir? Non. Juste pour savoir. Je voulais savoir s'il était heureux. S'il était devenu l'homme qu'il rêvait d'être. Si cela avait valu la peine de me jeter comme une vieille chaussette. Je voulais la vérité. Brute. Sans filtre. Pour pouvoir enfin tourner la page. Le rapport est arrivé un lundi matin glacial. Il était posé sur mon bureau en acajou, dans une grande enveloppe Kraft. Je l'ai regardé pendant un long moment avant de l'ouvrir. Mon cœur ne battait pas plus vite. Je n'étais pas anxieuse. J'étais juste prête. Prête à affronter la réalité de la vie qu'il avait choisie sans moi. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai sorti la liasse de feuilles et j'ai commencé à lire. Et ce que j'ai lu a tout changé. Une fois de plus. Le rapport du détective peignait un tableau désolant. Pierre vivait une vie médiocre déguisée en succès. Le cabinet d'avocats où il travaillait était au bord de la faillite. Il ne touchait plus de salaire depuis 3 mois et survivait grâce à des missions indépendantes mal rémunérées. La maison du quartier chic était hypothéquée. Les mensualités en retard. Amandine avait développé une dépression après avoir découvert plusieurs infidélités de son mari et était sous traitement depuis 2 ans. Mes petits-enfants, Guillaume, 14 ans, et Sophie, 12 ans, subissaient du harcèlement à l'école publique. Leurs camarades savaient qu'ils avaient été renvoyés de leur école privée pour défaut de paiement. Le rapport précisait que le garçon avait redoublé à cause de sa tristesse et que la fille développait des troubles alimentaires. Leurs parents se déchiraient. Amandine reprochait à Pierre toutes leurs difficultés et lui reprochait à la vie de ne pas lui avoir donné les opportunités qu'il estimait mériter. Mais la partie la plus révélatrice du rapport concernait la relation de Pierre avec ses beaux-parents. Les parents d'Amandine ne l'avaient jamais complètement accepté. Pour eux, il n'était que le gendre sans famille. Un avocat médiocre qui n'avait pas réussi à offrir à leur fille le train de vie auquel elle était habituée.
Lors des réunions de famille, Pierre était traité avec une indifférence polie, comme quelqu'un qui était là par obligation. J'ai aussi découvert que Pierre avait inventé une version très commode de notre histoire. Il racontait que j'avais été une mère absente, que je l'avais abandonné enfant pour vivre avec d'autres hommes, que je ne m'étais jamais soucié de lui. Les rares fois où quelqu'un demandait pourquoi je ne faisais pas partie de sa vie, Pierre soupirait d'un air dramatique et disait « Ma mère n'a jamais été une vraie mère ». L'ironie était saisissante. L'homme qui m'avait rejeté par honte de nos origines modestes était maintenant méprisé par ses beaux-parents riches. L'homme qui voulait tant être accepté par la haute société vivait d'apparence soutenu par des dettes et des mensonges. L'homme qui avait honte d'être le fils d'une femme de ménage avait maintenant des enfants qui subissaient des privations. J'ai refermé le rapport avec un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse pour le petit garçon que j'avais élevé, qui était devenu cet homme aigri et malheureux. Soulagement d'avoir découvert qu'il ne méritait ni ma douleur, ni mon manque. Il avait fait son lit. Il devait maintenant s'y coucher. C'est alors que l'invitation est arrivée. Cette enveloppe dorée qui est arrivée ce jeudi n'était pas le fruit de la nostalgie ou du remords. C'était le désespoir déguisé en réconciliation. Grâce à mes contacts, j'ai rapidement compris ce qui avait poussé Pierre à me rechercher après 15 ans de silence. Il était complètement ruiné et avait entendu des rumeurs selon lesquelles j'avais un peu d'argent de côté. Quelqu'un de notre ancien quartier? Une vieille voisine que j'aidais encore financièrement de temps en temps. Lui avait dit que j'habitais un bel appartement et que j'avais bien réussi. Pierre, dans son arrogance, a dû imaginer que j'avais peut-être trouvé un meilleur emploi, ou que je m'étais remariée avec quelqu'un d'aisé. Jamais il n'aurait pu imaginer que j'avais bâti un petit empire commercial. Pour lui, j'étais toujours la même femme de ménage limitée d'il y a 15 ans. Juste avec un peu plus de chance. Son plan était simple et pathétique. M'inviter pour le réveillon de Noël. Faire une paix superficielle. Puis me demander de l'argent pour sauver sa situation financière. Amandine n'avait accepté ce plan que parce que l'alternative était de perdre la maison et d'admettre publiquement la faillite de la famille. Pendant une semaine, j'ai soigneusement réfléchi à ma réponse. Je pouvais simplement ignorer l'invitation et continuer ma vie. Je pouvais envoyer une carte polie pour décliner. Je pouvais me présenter comme la Lucienne que j'étais devenue et choquer tout le monde avec ma transformation. Ou je pouvais faire quelque chose de bien plus intéressant. J'ai décidé d'accepter l'invitation. Mais pas en tant que la femme d'affaires à succès que j'étais devenue. J'ai décidé d'y aller en tant que la Lucienne que Pierre s'attendait à trouver. La mère humble. Avec une vie un peu meilleure. Mais toujours la même femme qu'il avait méprisée. Je voulais voir jusqu'où irait son hypocrisie. Je voulais comprendre le genre d'homme que mon fils était devenu avant de révéler qui j'étais devenue. J'ai acheté des vêtements simples mais propres dans une grande surface. Loin des boutiques de luxe où j'avais mes habitudes. J'ai rangé mes bijoux coûteux dans le coffre. J'ai dit à mon chauffeur de prendre sa soirée. Le 24 décembre, j'ai pris le bus pour me rendre chez lui. Un sac simple à la main contenant des cadeaux modestes pour les petits-enfants que je n'avais jamais connus. De l'extérieur, j'étais la Lucienne d'il y a 15 ans. À l'intérieur, j'étais une femme avec un plan. Un plan qui allait changer pour toujours la vie de tous ceux qui seraient assis à cette table de Noël. La maison de Pierre était située dans un quartier qui se voulait chic, mais qui ne parvenait pas à cacher les signes de déclin. Le jardin mal entretenu, la peinture qui s'écaillait sur les murs, le portail rouillé. Tout criait les difficultés financières déguisées en normalité. J'ai sonné à cette heure précise, mon cœur battant fort, non pas de nervosité, mais d'une sorte d'excitation presque scientifique face à ce qui allait se produire. Pierre a ouvert la porte et, pendant une seconde, j'ai vu une surprise authentique dans ses yeux. J'étais différente. Plus soignée,
Plus élégante qu'il ne s'en souvenait. Mais pas de manière excessive. J'avais calculé chaque détail pour ressembler à une femme qui avait modestement amélioré sa situation. Peut-être un meilleur emploi. Peut-être un compagnon généreux. Maman. Il m'a serré dans ses bras avec un enthousiasme forcé. Et j'ai senti à quel point ce geste lui coûtait. Je suis si content que tu sois venu. Entre. Entre. Le salon était décoré pour Noël. Mais tout avait un air de seconde main mal dissimulé. Le sapin était clairsemé. Les décorations semblaient fatiguées. Amandine est apparue avec un sourire tendu. Plus mince que sur les photos que j'avais vues. Avec des cernes profonds que même le maquillage ne parvenait pas à cacher. Elle portait une robe qui avait dû être chère. Mais qui semblait maintenant un peu usée. Lucienne. Bienvenue. Sa voix était plate. Dénuée de toute chaleur. Les enfants. Guillaume et Sophie. M'observaient avec curiosité. Mêlés de gêne. De toute évidence. On leur avait raconté des versions déformées de qui j'étais. Ils étaient beaux. Mais il y avait une tristesse dans leurs yeux qui me serra le cœur. Alors? C'est toi la grand-mère qui a disparu? A lancé Sophie avec la cruauté inconsciente des enfants. Amandine l'a réprimandée rapidement. Mais le mal était fait. Pierre a ri nerveusement et a changé de sujet. Viens. Maman. Laisse-moi te présenter les parents d'Amandine. Les Bernard. Ses beaux-parents étaient exactement comme je les avais imaginés. Un couple de bourgeois lyonnais. Impeccablement habillés. Qui me regardait de haut. Monsieur Bernard m'a serré la main mollement. Ses yeux me jaugeant de la tête aux pieds. Madame Bernard m'a gratifié d'un sourire glacial qui ne cachait pas son mépris. Enchantée. A-t-elle dit d'un ton qui signifiait tout le contraire. Ils avaient été invités. Je le comprenais maintenant. Pour compléter le tableau de la famille réunie et... sans doute. Pour être témoin du retour de la brebis égarée. Pendant le dîner. J'ai observé chaque interaction. Chaque regard. Chaque mot non dit. L'atmosphère était pesante. Amandine ne m'adressait presque pas la parole. Elle répondait à mes questions avec une politesse froide. Pierre forçait la conversation. Me posant des questions sur ma vie. Pêchant des informations sur ma situation financière avec la subtilité d'un marteau-piqueur. Alors? Tu as trouvé un bon travail? Tu as l'air. Bien. Ses yeux brillaient d'une avidité à peine contenue. Je jouais le jeu parfaitement. Je leur ai servi une histoire bien rodée. J'avais trouvé un poste de gouvernante chez une riche famille suisse qui passait une partie de l'année à Lyon. Ils étaient très généreux. Me payaient bien. Me laissaient même utiliser leur appartement en ville quand ils n'étaient pas là. C'était une explication plausible à ma meilleure apparence et à ma confiance accrue. C'est un petit appartement? Bien sûr. Mais bien situé. Ai-je ajouté avec un sourire modeste. Pierre se détendait visiblement à chaque mensonge. Calculant mentalement combien il pourrait me demander. Ses beaux-parents, quant à eux, me traitaient avec la condescendance qu'ils réservaient probablement aux employés de maison. Madame Bernard m'a même demandé des conseils pour enlever une tache de vin sur sa nappe. Comme si mon ancienne profession était inscrite sur mon front. J'ai répondu avec un sourire aimable. Lui donnant une astuce de grand-mère tout en sentant la colère monter en moi. Froide et maîtrisée. Je devais tenir. Le meilleur était à venir. Pendant que nous mangions la dinde au marron, qui était un peu sèche, et la farce sans saveur, j'ai continué à jouer mon rôle. J'ai raconté des anecdotes inventées sur ma vie simple. Mes petites joies. Mes modestes économies. J'ai parlé de la solitude. Du temps qui passe. De l'importance de la famille.
Chaque mot était une pièce du piège que je leur tendais. Ils buvaient mes paroles, convaincus d'avoir affaire à la pauvre femme un peu simplette qu'ils attendaient. Les enfants étaient les seuls qui semblaient sincères. Guillaume, l'aîné, était silencieux et observateur. Il me regardait avec une intensité qui me troublait. Sophie, après sa première remarque abrupte, semblait simplement curieuse. Quand j'ai sorti les cadeaux que je leur avais apporté, un livre d'aventure pour Guillaume et un carnet de dessin avec des crayons de couleur pour Sophie, leurs yeux se sont illuminés d'une joie authentique. C'était la première chose vraie de cette soirée. Amandine a jeté un regard dédaigneux sur les paquets modestes, mais n'a rien dit. Après le dessert, une bûche de Noël industrielle, Pierre a jugé que le moment était venu. Il m'a jeté un regard entendu. Maman, tu veux bien venir prendre l'air avec moi sur la terrasse? J'aimerais te parler un peu. Je me suis levée, le cœur calme. Le rideau allait se lever sur le deuxième acte de ma pièce. Je l'ai suivi dehors, dans le froid piquant de la nuit de décembre. La terrasse donnait sur le jardin négligé. Au loin, on pouvait voir les lumières de la ville. C'était un décor parfait pour la scène qui allait se jouer. Il était nerveux. Il frottait ses mains l'une contre l'autre, répétant mentalement le discours qu'il avait préparé. Pendant tout le dîner, j'avais observé sa performance. Comment il feignait l'intérêt pour ma vie. Comment il forçait les sourires. Comment Amandine chuchotait avec ses parents à propos de la situation embarrassante. Maintenant, c'était le moment de la demande. Le vrai but de cette invitation. Maman, a-t-il commencé, en regardant le jardin mal entretenu. Je sais que notre séparation a été compliquée. Mais j'ai beaucoup pensé à tout ça dernièrement. À la famille. À ce qui compte vraiment. Ces mots sonnaient faux. Vides d'émotions réelles. J'ai peut-être été trop dure avec toi à l'époque. J'étais jeune. Immature. Je l'ai laissé poursuivre sa pitoyable mascarade. Il a parlé de changement. De maturité. De l'importance des liens du sang. Tout était faux. Bien sûr. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il ressentait toujours le même mépris qu'il y a 15 ans. Simplement masqué par le besoin. Il se forçait à jouer un rôle. Celui du fils repenti. Et il le jouait mal. Chaque mot était calculé. Chaque pause dramatique était artificielle. Il me voyait comme son dernier recours. Une bouée de sauvetage inattendue. La vérité. Maman. Il est enfin arrivé au but. Sa voix a pris une intonation faussement confidentielle. Je traverse quelques difficultés financières. Temporaires. Bien sûr. Mais tu sais comment est le marché du droit aujourd'hui. Il a soupiré lourdement. Comme s'il portait tout le poids du monde sur ses épaules. J'ai entendu dire que tu avais amélioré ta situation. Que tu avais peut-être réussi à mettre un peu d'argent de côté. Alors voilà. 15 ans de silence. De rejet. D'humiliation. Et il pensait pouvoir simplement m'utiliser comme un distributeur de billets. Il croyait que je serais reconnaissante de l'opportunité de l'aider. Heureuse d'être à nouveau utile. Que mon amour de mère serait plus fort que ma dignité. Il me sous-estimait encore. Même après toutes ces années. Il ne voyait en moi qu'une fonction. Pas une personne. De combien as-tu besoin? Mon fils? Ai-je demandé avec la voix la plus douce que j'ai pu trouver. Ses yeux se sont illuminés d'un mélange de soulagement et de cupidité. Eh bien. C'est environ 50 000 €. Je sais que ça semble beaucoup. Mais c'est juste un prêt. Je te rembourserai. Avec intérêt. Je te le promets. Il a pris ma main. Forçant une caresse qu'il ne ressentait pas.
Ses doigts étaient froids et moites. Tu as toujours été une mère incroyable. Tu m'as toujours soutenue. Et maintenant? Je comprends enfin la valeur de tout ça. Un rire silencieux a failli m'échapper. Une mère incroyable. Les mots sonnaient comme une insulte dans sa bouche. Il n'avait aucune idée de ce que signifiait être une mère. Pour lui, c'était juste un rôle que quelqu'un devait jouer pour son bénéfice personnel. J'ai souri. Un sourire lent. Énigmatique. 50 000 euros. Ai-je répété? D'un air pensif. C'est une somme intéressante. Je me suis tue un instant, le laissant mariner dans son espoir. Je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau tourner. Il pensait déjà à comment il allait utiliser cet argent. À comment il allait pouvoir continuer à maintenir ses apparences. Retournons à l'intérieur. Ai-je dit doucement. Il fait froid ici. Nous allons en parler devant tout le monde. Un éclair de panique a traversé son regard. Non. Maman. Je préférerais que ça reste entre nous. Pourquoi donc? Pierre? Ai-je demandé? Mon ton se faisant un peu plus ferme. N'est-ce pas une affaire de famille? Ta femme. Tes beaux-parents. Ils sont ta famille. N'est-ce pas? Ils devraient savoir que tu as des difficultés. Et que ta mère est là pour t'aider. Je lui ai souri de nouveau. Un sourire qui ne laissait place à aucune discussion. J'avais pris le contrôle de la situation. Et il le savait. Nous sommes rentrés dans le salon, où tout le monde nous attendait avec une expectative mal dissimulée. Amandine essayait de paraître nonchalante en feuilletant un magazine. Mais ses yeux suivaient chacun de nos mouvements. Les beaux-parents conversaient à voix basse, clairement curieux de l'issue de notre discussion. Les enfants, assis sur le tapis, jouaient silencieusement. Mais je sentais qu'ils écoutaient aussi, conscients de la tension dans la pièce. Eh bien? Ai-je annoncé à la cantonade? Ma voix claire et posée. Pierre vient de me faire une demande très spéciale. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. J'avais leur attention complète. Pierre, à côté de moi, était pas les mal à l'aise. Il veut que je lui prête 50 000 euros pour l'aider à surmonter quelques difficultés financières. Le silence qui a suivi fut assourdissant. Amandine est devenue rouge de honte, furieuse que la situation financière de sa famille soit ainsi exposée. Ses parents ont échangé un regard de désapprobation envers Pierre. Guillaume et Sophie semblaient confus, ne comprenant pas vraiment les enjeux, mais sentant l'humiliation de leur père. Et j'ai une réponse pour toi. Mon fils. Ai-je continué? Ma voix gagnant une fermeté que personne n'attendait. J'ai posé mon sac modeste sur la table basse. Mais je n'en ai pas sorti un carnet de chèques. J'en ai sorti le smartphone dernier cri que j'avais gardé caché jusqu'à ce moment. Un objet qui détonnait complètement avec le personnage que j'avais joué toute la soirée. Je vais te donner bien plus que 50 000 euros. Ai-je dit en tapant rapidement sur l'écran. Je vais te donner une leçon qui vaut des millions. J'ai tourné l'écran du téléphone vers eux. C'était mon application bancaire, affichant un solde qui a fait suffoquer Amandine et a réduit ses parents au silence. 5 847 332 euros et 19 centimes. Le chiffre brillait dans la pénombre du salon, illuminant les visages choqués. C'était un chiffre impossible. Irréel. Un chiffre qui ne correspondait en rien à l'image qu'ils avaient de moi. Je m'appelle Lucienne Dubois. Ai-je annoncé calmement. Et je suis la propriétaire de 3 entreprises qui, ensemble, réalisent un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros par an. Je n'ai pas besoin d'emprunter de l'argent. Pierre. Ce sont les gens qui m'empruntent de l'argent. Le choc dans la pièce était palpable. Pierre était livide.
regardant le téléphone comme si c'était un serpent venimeux. Amandine le fixait, la bouche ouverte, l'esprit visiblement en train de calculer à toute vitesse les implications de cette révélation. Ses parents me regardaient maintenant avec un mélange de stupéfaction et de respect? Non. C'était de l'avidité. Pendant 15 ans? Ai-je continué? Ma voix résonnant dans le silence. Pendant que tu prétendais que je n'existais pas? J'ai bâti un empire. Et tu sais pourquoi? Parce que tu m'as appris que je n'étais pas assez bien telle que j'étais. Alors? Je suis devenue quelqu'un de mieux. Le silence qui a suivi ma révélation était dense comme du plomb. Pierre me regardait, la bouche entr'ouverte, le visage passant de la pâleur à la rougeur. Amandine s'était lourdement assise dans un fauteuil, les mains tremblantes. Ses parents m'observaient comme si j'étais une extraterrestre qui venait d'atterrir dans leur salon. Guillaume et Sophie échangeaient des regards confus, essayant de comprendre ce que signifiait avoir une grand-mère millionnaire dont ils ignoraient l'existence. Ce n'est pas possible, a balbutié Pierre, trouvant enfin sa voix. Tu étais une femme de ménage. Une femme de ménage? Ai-je complété pour lui, en rangeant calmement mon téléphone dans mon sac. Une femme sans éducation? Une source de honte. C'est bien ça que tu voulais dire? Mon fils? Il a dégluti. Incapable de répondre. Je me suis levée, adoptant une posture qu'il ne m'avait jamais vue. Droite. Confiante. Puissante. Laissez-moi vous raconter une histoire? Ai-je dit en marchant lentement dans la pièce. Tous les yeux rivés sur moi. Il était une fois une mère qui cumulait 3 emplois pour payer des cours particuliers à son fils. Qui mangeait du pain sec pour qu'il ait de la viande dans son assiette. Qui étudiait avec lui tard le soir pour qu'il ait de bonnes notes. Qui a vendu ses seules boucles d'oreilles en or pour lui acheter les livres nécessaires à son entrée à l'université. Je me suis arrêtée devant le sapin de Noël décoré avec des ornements bon marché. Cette mère croyait que l'amour suffisait. Que le sacrifice serait reconnu. Que le dévouement serait récompensé par de la gratitude. Je me suis tournée vers Pierre, le regardant droit dans les yeux. Quelle naïve elle était. Amandine a tenté de parler. Lucienne? Je pense qu'il y a un malentendu. Il n'y a aucun malentendu. Les jeux coupés. Ma voix gagnant une dureté qui les a tous fait reculer. Il y a une vérité que vous avez préféré ignorer pendant des années. Pierre ne m'a pas seulement rejeté. Il a inventé une histoire sur moi. Il vous a raconté que j'étais une mère absente? Que je l'avais abandonné? Que je ne m'étais jamais soucié de lui. Le visage d'Amandine a encore pâli. Le regard qu'elle a lancé à Pierre n'était pas celui de la surprise, mais celui d'une complice prise en flagrant délit. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Mais la vérité? Ai-je continué, laissant chaque mot peser dans l'air? C'est que j'ai consacré 25 ans de ma vie à élever un homme qui a eu honte de ses origines. Un homme qui a préféré inventer qu'il était orphelin plutôt que d'admettre qu'il avait une mère qui travaillait dur. J'ai pris une photo sur le buffet. C'était Pierre. Le jour de sa remise de diplôme. Souriant fièrement en toge d'avocat. Je l'ai brandi devant eux. Vous savez qui a payé pour cette cérémonie? Qui a travaillé de nuit? A nettoyé des bureaux? Pour qu'il puisse obtenir son diplôme sans la moindre dette? Le silence était assourdissant. Pierre me regardait avec des yeux horrifiés. Comme s'il voyait un fantôme. Il ne voyait pas sa mère. Il voyait la vérité de ce qu'il était. Et cette vérité était laide. Après qu'il m'a jeté comme un déchet. Ma voix est devenue plus douce. Presque un murmure. Mais chargée d'une intensité glaciale. J'ai pleuré pendant un mois.
Un mois entier à me lamenter? À croire que j'avais échoué en tant que mère. Et puis, j'ai compris. Je n'avais pas échoué. J'avais simplement élevé un homme sans caractère. Pierre a tenté de parler. Un son rauque sortant de sa gorge. Maman. Tu as parlé il y a 15 ans? L'ai-je interrompu fermement. Maintenant? C'est mon tour. Je me suis approché de la fenêtre. Regardant le jardin misérable. Vous savez ce que j'ai fait après ce jour au café? J'ai pris une décision. Si mon fils avait honte de la mère que j'étais, je deviendrais une mère dont il ne pourrait pas avoir honte. Et j'ai réussi. Je me suis retournée vers eux. Un lent sourire se dessinant sur mes lèvres. Mais j'ai découvert quelque chose d'intéressant en chemin. Je n'avais pas besoin de son approbation. Je n'avais pas besoin de son amour, de son respect, ou de sa présence dans ma vie. Je me suffisais à moi-même. Guillaume, mon petit-fils, que je n'avais jamais connu, a parlé pour la première fois d'une voix claire, presque accusatrice. Papa, tu nous as menti? Sur grand-mère? Pierre a ouvert et fermé la bouche comme un poisson hors de l'eau. Incapable de formuler une réponse. Tous les regards se sont tournés vers lui. Son monde construit sur des mensonges s'effondrait autour de lui. En direct. Devant sa famille. Amandine. Elle. Le fusillait du regard. Sa colère n'était plus contenue. C'était la fureur d'une femme qui avait misé sur le mauvais cheval et qui venait de perdre toute sa mise. Il n'y avait aucune surprise dans ses yeux. Seulement du mépris pour la faiblesse de son mari. Une faiblesse qui venait de les éclabousser tous. Pendant 15 ans. Ai-je repris? Ma voix emplissant la pièce? Vous avez vécu vos vies comme si je n'existais pas. Pierre a bâti son identité sur des mensonges concernant son passé. Amandine a épousé un homme qui n'avait pas le courage d'assumer ses origines. Et vous deux? Vous avez élevé des enfants en leur apprenant qu'une famille est quelque chose de jetable. J'ai repris mon sac, me préparant à partir. Le spectacle était presque terminé. Mais aujourd'hui, je suis venu ici pour clore un chapitre. Je ne suis pas venu pour me venger, ni pour vous humilier. Je suis venu pour me libérer de vous. Définitivement. Maman. Attends. Pierre s'est levé. Désespéré. Ses mains étaient tendues vers moi. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais nous pouvons parler. Nous pouvons arranger les choses. Arranger les choses? J'ai ri. Un son sec. Sans aucune joie. Tu veux parler maintenant que tu as découvert que j'ai de l'argent? C'est fascinant. Il y a 1 heure à peine? Tu pouvais à peine me regarder dans les yeux. C'est à ce moment qu'Amandine a explosé. Toute la frustration, l'humiliation et la colère des dernières années sont sorties d'un seul coup. Pierre, tu n'as jamais été assez homme pour remettre ta mère à sa place. Toutes ces années, je t'ai demandé de la garder à distance, de ne pas la laisser s'immiscer dans notre vie. Mais même ça, tu n'as pas réussi à le faire correctement. Amandine, s'il te plaît, a-t-il supplié. S'il te plaît. Quoi? A-t-elle crié. Tu as fait ce que tu as pu? Et maintenant? Au milieu de notre faillite? Tu cours vers elle comme si c'était le salut. Tu ne te rends pas compte? Pierre? Tu m'as exposé? Tu nous as exposés? Parce que tu n'as jamais eu le courage de couper ce maudit cordon ombilical. J'ai observé la dispute qui s'envenimait entre eux avec une satisfaction froide. Le vernis de leur mariage parfait craquait de toutes parts, révélant la pourriture en dessous. Les beaux-parents de Pierre chuchotaient entre eux.
réévaluant clairement tout ce qu'ils savaient sur leur gendre. Les enfants semblaient perdus, terrifiés, essayant de comprendre comment leur monde avait pu s'effondrer en quelques minutes. Vous savez ce qui est le plus drôle? Ai-je demandé, interrompant la querelle du couple. Ma voix était calme, presque conversationnelle, ce qui la rendait encore plus percutante. Vous êtes ruinés. Vous perdez votre maison. Vous avez des dettes partout. Vos enfants souffrent à l'école. Et pendant tout ce temps, vous aviez une famille qui aurait pu vous aider. Mais vous avez choisi l'orgueil, le mensonge et le rejet. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée. C'était fini. Mon plan avait fonctionné au-delà de mes espérances. Je n'étais pas seulement venue leur montrer ma réussite. J'étais venue leur montrer l'échec de leur vie. Pierre, ai-je dit en me tournant une dernière fois vers lui. Son visage était dévasté. Tu as dit un jour que tu n'étais pas né pour être le fils d'une femme de ménage. Eh bien, félicitations. Ton vœu est exaucé. Tu n'es plus le fils d'une femme de ménage. J'ai marqué une pause. Tu n'es plus le fils de personne. Maman. S'il te plaît. A-t-il murmuré. Les larmes coulant enfin sur ses joues. Des larmes non pas de remords, mais de pitié pour lui-même. Mon nom est Lucienne Dubois. Ai-je dit en ouvrant la porte. Et vous êtes des étrangers qui ont commis l'erreur de m'inviter à dîner. Je me suis arrêtée sur le seuil, regardant une dernière fois cette famille détruite. Mon regard s'est posé sur mes petits-enfants. Leurs visages étaient des masques de confusion et de chagrin. Guillaume. Sophie. Me suis-je adressée à eux? Ma voix s'adoucissant pour la première fois de la soirée. Rappelez-vous de cette nuit. Rappelez-vous que les choix ont des conséquences. Que la famille n'est pas quelque chose que l'on jette. Et qu'un orgueil mal placé peut coûter toute une vie. Je suis sortie de cette maison. Le cœur lourd mais l'esprit léger. Je savais que je n'y retournerais jamais. Que ces personnes ne feraient plus jamais partie de mon histoire. Sur le trottoir, j'ai inspiré profondément l'air froid de décembre et j'ai souri. Pour la première fois en 15 ans, j'étais complètement, totalement et irrémédiablement libre. Le trajet en bus pour rentrer chez moi fut surréaliste. Autour de moi, les gens riaient, chargés de cadeaux, baignant dans la douce atmosphère de Noël. Personne ne pouvait deviner le drame qui venait de se jouer. La bombe que je venais de faire exploser dans une maison de banlieue chic. Je regardais les lumières de la ville défiler à travers la vitre. Des guirlandes scintillantes accrochées au balcon. Des sapins illuminés derrière les fenêtres. Pour eux, c'était une nuit de paix et de réunion. Pour moi, c'était la nuit de la rupture finale, de la libération. Je ne ressentais pas de triomphe. Pas au sens où on pourrait l'entendre. Il n'y avait pas de joie maligne à voir leur monde s'effondrer. Seulement un vide immense. Et une clarté presque douloureuse. J'avais passé 15 ans à construire ma nouvelle vie sur les fondations de leur rejet. Ma réussite était ma revanche. Mais ce soir, en la leur jetant au visage, j'ai compris que je n'en avais plus besoin. Ma valeur ne dépendait pas de leur regard, ni de leur admiration, ni même de leur regret. Ma valeur existait par elle-même, forgée dans le travail, la solitude et la détermination. En arrivant devant mon immeuble, le portier m'a salué avec un sourire chaleureux. Joyeux Noël, Madame Dubois. Joyeux Noël, Jean. Ai-je répondu. En montant dans l'ascenseur silencieux, je me suis regardée dans le miroir. Je voyais une femme de 63 ans, élégamment vêtue sous son manteau simple, les traits marqués par la fatigue, mais les yeux clairs.
C'était le visage de la liberté. Mon appartement était sombre et silencieux. Seule la lueur des lumières de la ville filtrait à travers les baies vitrées. Je n'ai pas allumé. Je suis resté dans l'obscurité, savourant le calme. J'ai enlevé mes chaussures, mon manteau, et je me suis dirigé vers le grand salon. De là, ma vue sur Lyon était spectaculaire. La basilique de Fourvière était illuminée, veillant sur la ville endormie. Je me suis servi un verre de vin, un excellent Bourgogne que j'avais appris à apprécier, et je me suis installé dans un fauteuil face à la vue. Les scènes de la soirée tournaient en boucle dans ma tête. Le visage décomposé de Pierre, la fureur impuissante d'Amandine, la cupidité soudaine dans le regard de ses parents, et surtout, les yeux perdus de mes petits-enfants. C'était pour eux que je ressentais une pointe de tristesse. Ils étaient les victimes innocentes d'une histoire qui les dépassait, élevés dans le mensonge et le mépris des racines. Ma dernière phrase leur était destinée. C'était la seule graine de vérité que je pouvais planter dans leur jeune esprit, en espérant qu'un jour, elle germerait. Je me suis demandé ce qui allait se passer maintenant. Leur ruine était inévitable. Ma révélation n'avait fait qu'accélérer les choses, en brisant le dernier espoir qu'ils avaient de s'en sortir discrètement. Amandine le quitterait-elle ? Probablement. Leur mariage n'était qu'un arrangement social basé sur des apparences, et ces apparences venaient de voler en éclats. Les parents d'Amandine leur tourneraient le dos, ne voulant pas être associés à un tel scandale et à un gendre si décevant. Pierre serait seul, confronté à ses échecs professionnels et personnels, dépouillé de tous ses artifices. Et les enfants ? Que deviendraient-ils au milieu de ce champ de ruines ? Mon cœur de grand-mère, ce cœur que j'avais cru mort depuis longtemps, se serra. Le téléphone a sonné vers minuit, me tirant de mes pensées. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. Allô ? Un long silence. Puis une voix brisée, presque méconnaissable. Maman ? C'était Pierre. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Je suis désolé, a-t-il balbutié. Pour tout. J'ai été un monstre. Un imbécile. Les mots semblaient lui coûter un effort surhumain. En fond, j'entendais des éclats de voix. Amandine devait être en train de faire ses valises. Je ne sais pas quoi faire. Je vais tout perdre. La maison. Les enfants. Amandine est partie chez ses parents. Elle a dit qu'elle demandait le divorce. J'écoutais. Le cœur froid. Ses excuses arrivaient 15 ans trop tard. Et elles étaient motivées par la panique. Pas par un véritable remords. Il ne s'excusait pas de m'avoir blessé. Il s'excusait parce que son monde s'écroulait et qu'il n'avait plus personne vers qui se tourner. Que attends-tu de moi ? Pierre ? Ai-je demandé ? Ma voix dénuée de toute émotion. Je ne sais pas. A-t-il pleuré ? De l'aide ? Un conseil ? Je ne sais pas. Je suis seule. Tu as fait ce choix il y a 15 ans ? Ai-je répondu calmement. Tu as choisi de construire ta vie sans moi. Tu dois maintenant apprendre à vivre avec les conséquences de ce choix. Mais les enfants. Guillaume et Sophie. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? A-t-il crié, utilisant ses enfants comme un dernier bouclier. Une dernière tentative de me faire chanter par la corde sensible. C'était là que se trouvait ma seule faiblesse. Les enfants. Je me suis tue un instant, réfléchissant. Mon plan avait été de couper les ponts, de disparaître de leur vie comme ils avaient disparu de la mienne. Mais pouvais-je vraiment abandonner ces deux enfants à leur sort ? Les laisser payer pour les erreurs de leurs parents ?
Les enfants ne sont pas responsables de tes actes. Pierre, ai-je dit. Ma décision se formant lentement dans mon esprit. Tu t'es montré un mauvais fils. Et visiblement un mauvais mari. Ne sois pas un mauvais père. Mais comment? Je n'ai plus rien. Tu as tes 2 bras, tes 2 jambes et un diplôme d'avocat. Tu vas te battre. Tu vas trouver un travail. N'importe lequel au début. Tu vas louer un petit appartement et tu vas t'occuper de tes enfants. Tu vas leur montrer, par l'exemple, ce que signifie se relever après une chute. Ce que signifie être un homme honorable. Même dans la pauvreté. C'est la seule chose que tu puisses faire pour eux maintenant. Il y eut un autre silence au bout du fil. Il s'attendait probablement à ce que je lui offre un chèque. Une solution miracle. Il ne comprenait toujours pas. Je ne te donnerai pas d'argent. Pierre. Jamais. L'argent a pourri ta vie. Il a détruit ton caractère. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'argent. C'est de dignité. Et la dignité, ça ne s'achète pas. Ça se gagne. J'allais raccrocher. Mais une dernière pensée m'est venue. Cependant, ai-je ajouté, je ne laisserai pas mes petits-enfants souffrir. Je vais ouvrir un compte bloqué à leur nom. Il servira à payer leurs études, leurs soins de santé, et tout ce dont ils auront besoin jusqu'à leur majorité. L'argent sera géré par un administrateur judiciaire. Ni toi, ni Amandine, n'y aurez accès. C'est tout ce que je ferai. C'était mon compromis. Un acte non pas pour lui, mais pour eux. Un moyen de réparer, à ma façon, une partie des dégâts. C'était un acte de grand-mère? Pas un acte de mère envers son fils indigne. Tu ferais ça? Sa voix était un murmure d'incrédulité. Pour eux? Oui. Pas pour toi. Maintenant? Adieu. Pierre. Et avant qu'il ne puisse répondre, j'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai regardé mon verre de vin. La conversation m'avait épuisé. Mais elle était nécessaire. C'était le véritable point final. Pas la confrontation dramatique, mais cette décision, froide et réfléchie. Aider la génération future tout en laissant le passé assumer ses propres erreurs. J'ai fini mon verre. Le goût du vin me semblant soudain plus doux. Une paix profonde s'est installée en moi. Ce n'était pas un pardon. C'était une acceptation. L'acceptation que mon fils était qui il était. Et que je ne pouvais pas le changer. L'acceptation que mon rôle n'était plus de le sauver, mais de me sauver moi-même. Et peut-être de protéger l'avenir de mes petits-enfants. Demain, j'appellerai mon avocat pour mettre en place la fiducie pour Guillaume et Sophie. Demain, je retournerai au travail, à la tête de mes entreprises, à ma vie que j'avais bâtie de mes propres mains. Ce soir de Noël n'avait pas été une fin, mais un commencement. Le commencement de ma vie. Enfin libéré du fantôme de mon fils. Les jours qui ont suivi ce Noël furent étrangement calmes. Je me suis plongée dans le travail, finalisant les bilans de fin d'année, préparant les stratégies pour la nouvelle année. La routine était une encre bienvenue dans le tourbillon de mes émotions. Comme promis, j'ai contacté mon notaire pour créer le fonds fiduciaire pour Guillaume et Sophie. Tout a été mis en place rapidement, de manière anonyme et irrévocable. C'était une dette que je payais à l'innocence. Un pont que je construisais vers un avenir que je ne partagerais peut-être jamais avec eux. Je n'ai eu aucune nouvelle directe de Pierre ou d'Amandine. Mais le monde est petit. Surtout le monde des affaires de Lyon. Les échos me sont parvenus. Fragmentés.
À travers des conversations entendues, des remarques de connaissances. Leur maison a été mise en vente par la banque. Le divorce a été prononcé rapidement, Amandine obtenant la garde principale des enfants et repartant vivre chez ses parents. Retrouvant son statut de jeune fille de bonne famille qui avait fait un mauvais mariage. Pierre, lui, a disparu de la circulation. J'ai su qu'il avait quitté la ville. Qu'il avait perdu son emploi au cabinet qui avait finalement fait faillite. Une connaissance m'a dit l'avoir aperçu travaillant comme vendeur dans un magasin de bricolage dans une petite ville de la Drôme. L'image m'a frappé. L'avocat arrogant en costume-cravate, vendant des clous et des vis. Il avait touché le fond. Étrangement, je n'ai ressenti ni satisfaction ni pitié. Juste une sorte de détachement. Comme si on me racontait l'histoire d'un personnage de roman. Son histoire n'était plus la mienne. Plusieurs mois ont passé. Le printemps est arrivé, ramenant la vie sur les arbres des quais du Rhône. Ma vie avait retrouvé un rythme paisible. Je voyageais pour les affaires. Je dînais avec les quelques amis que je m'étais fait. Je lisais beaucoup. Le poids qui pesait sur ma poitrine depuis 15 ans avait disparu. Je respirais plus librement. Je souriais plus souvent. J'étais en train de guérir. Un samedi après-midi. Alors que je me promenais dans le parc de la Tête d'Or, mon téléphone a sonné. C'était encore un numéro que je ne connaissais pas. Ma première impulsion fut d'ignorer l'appel, craignant que ce soit Pierre avec une nouvelle complainte. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô ? C'est Guillaume. La voix était celle d'un adolescent, hésitante mais claire. Mon cœur a fait un bond. C'était mon petit-fils. Guillaume. Ai-je répété doucement. Comment vas-tu ? Je vais bien, a-t-il dit. Enfin. Ça va. J'ai trouvé votre numéro sur un vieux papier chez papa. Je voulais juste vous appeler. Il y eut un silence. Je ne savais pas quoi dire. Que pouvait-on dire à un petit-fils qu'on ne connaissait pas ? Je voulais vous dire merci, a-t-il repris. Maman nous a dit pour le compte. Pour nos études. Elle a dit que c'était la seule chose décente que vous ayez faite. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. J'ai attendu, le cœur battant. Après ce soir-là, à Noël, tout a changé. Papa est parti. On ne le voit pas beaucoup. Mais il a l'air différent. Plus calme. Quand on le voit, il nous demande comment s'est passée notre journée à l'école. Il nous aide pour nos devoirs. Il n'est plus en colère tout le temps. Il a marqué une pause. Et je voulais vous dire que j'ai lu le livre que vous m'avez offert. Je l'ai lu 3 fois. C'est mon livre préféré maintenant. Des larmes me sont montées aux yeux. Un simple livre. Un cadeau modeste. Et pourtant, c'était la seule chose qui nous liait. Et Sophie dessine tout le temps dans le carnet, a-t-il ajouté. Elle est vraiment douée. Je suis heureuse de l'entendre. Guillaume. Ai-je réussi à dire ? Ma voix étranglée par l'émotion. Est-ce que je pourrais vous voir un jour ? A-t-il demandé timidement. Juste pour parler. Pas pour de l'argent ou quoi que ce soit. Juste. Parler. Cette question. C'était la seule chose que j'avais secrètement espérée. Sans jamais oser me l'avouer. Ce n'était pas une demande de Pierre ? Motivé par le besoin. Ce n'était pas une manœuvre d'Amandine. C'était le désir sincère d'un jeune garçon qui voulait connaître sa grand-mère. Bien sûr. Guillaume. Ai-je répondu ? Un sourire se dessinant sur mon visage.
Un vrai sourire qui venait du plus profond de mon âme. J'en serais très heureuse. Nous avons convenu de nous retrouver la semaine suivante pour prendre un chocolat chaud dans un café près du parc. C'était un début. Un tout petit début. Fragile comme une jeune pousse au printemps. Je ne savais pas où cela nous mènerait. Je ne savais pas si une véritable relation serait possible. Si nous pourrions un jour rattraper le temps perdu et guérir les blessures laissées par la génération précédente. Mais en raccrochant le téléphone, j'ai ressenti une vague de chaleur m'envahir. Ce n'était pas un pardon facile, ni une réconciliation hollywoodienne. C'était quelque chose de plus réel, de plus précieux. C'était l'espoir. Le soir venu, je me suis retrouvée à nouveau sur mon fauteuil, à contempler la ville illuminée. Mon histoire avec Pierre était terminée. Il avait fait ses choix. Et il en vivait les conséquences. Il était peut-être sur le chemin d'une forme de rédemption. Loin des paillettes et des mensonges. Mais c'était son chemin. Plus le mien. Mon histoire. La véritable histoire. Commençait peut-être maintenant. L'histoire de Lucienne Dubois. Non pas la femme de ménage rejetée. Non pas la femme d'affaires au cœur de pierre. Mais la grand-mère qui allait boire un chocolat chaud avec son petit-fils. Dans le reflet de la baie vitrée, je voyais mon propre visage superposé aux lumières de Lyon. Et pour la première fois, je ne voyais plus les ombres du passé. Je voyais simplement une femme. Une femme qui avait survécu. Une femme qui avait tout reconstruit. Y compris elle-même. Une femme qui était, enfin, en paix. Pierre avait choisi d'avoir honte de moi. Mais moi, j'avais choisi d'être fière de moi-même. Et au final, c'est ce choix-là qui avait fait toute la différence. Ce n'était pas une revanche sur lui. C'était une victoire pour moi. La plus belle de toutes.